Voilà, alors merci d'être là. On a le plaisir, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Edoui Plenel avec nous. Ça fait un moment qu'on fait des choses ensemble et qu'on se retrouve sur un certain nombre d'événements et puis surtout, je crois aussi sur une vision aussi de demain et puis du monde qu'on a à construire ensemble. On s'est retrouvés, Edoui était présent à l'appel qu'on a lancé le 22 janvier, place de la République. On avait fait le village Emmaüs et le meeting de la société civile. L'idée, c'était de nous inscrire avec nos valeurs, avec ce qu'on sait de la réalité et avec notre vision du monde et de la solidarité, nous inscrire dans la campagne électorale, mais oui, avec notre ADN à nous, de manière différente. On avait réuni une centaine d'associations autour de nous et des personnalités, des représentants de la société civile. On reparlera peut-être de la société civile, parce que paraît-il, c'est une bonne nouvelle. On a un gouvernement de la société civile. Alors on verra si c'est réellement la société civile telle qu'on peut la connaître. En tout cas, nous, on avait fait un meeting de la société civile avec les acteurs de solidarité, avec les acteurs environnementaux, de solidarité, avec les associations de lutte contre les discriminations. Et on a continué ainsi. On a lancé au mois de mars, avec la fondation Nicolas Hulot, Emmaüs et 140 autres associations, un appel, l'appel des solidarités. Et on avait invité les citoyens à répondre présents à cette question de solidarité en disant que la solidarité, ça doit être le fondement, le centre, le cœur de tout projet de société digne de ce nom qui remette l'humain et l'environnement au centre des préoccupations. Et on s'est retrouvés, j'ai participé à Sonnons l'alarme, à Mediapart, j'ai participé à un débat à Mediapart. Voilà, on continue à faire un chemin ensemble et évidemment, on a souhaité que Mediapart soit partenaire avec nous sur ce salon et en particulier sur le salon du livre militant, sur le salon du livre engagé. On vous propose donc toute une série d'échanges avec des auteurs cet après-midi. Bien. D'abord, pour dire bonjour à toutes et tous. Pour nous, Mediapart, c'est un honneur que, au fond, Emmaüs nous ait demandé d'accompagner ce salon et tous les débats que vous avez là. Là, on a commencé un peu en retard parce que Thierry avait des obligations, mais après, on va être scrupuleux. Ce sera à chaque heure. Et c'est un grand honneur parce que pour nous, l'appel des solidarités a été la plus belle nouvelle de cette période électorale. Bien sûr, il y a les élections, mais comme vous avez tous vu, une grande partie du peuple a aussi fait la grève des élections. Et donc, ce qui nous importait, c'est ce qui se passait dans la société, ce qui bouillonnait dans la société. Et l'appel des solidarités, en effet, je suis venu quand ça a été lancé à la République, puis après, le lendemain, Thierry est venu à une réunion publique que nous avons fait dans un théâtre à Paris, le théâtre du Rond-Point. Il a fait l'ouverture, et puis en lisant cet appel, et puis nous avons fait dans nos événements live, comme on dit, la télévision de Mediapart, une soirée où il y avait Thierry, où il y avait pour Emmaüs, il y avait ATD Carmonde, il y avait la fondation qu'on ne doit plus appeler Nicolas Hulot, puisqu'il a parti à d'autres responsabilités, et les colibris qui étaient là. Et pour moi, c'était cet appel qui rassemble plus de 80 ONG est au cœur d'une double démarche. D'abord, et ce sera ma première question à Thierry, d'abord cette façon de dire ceux qui sont au cœur des plus grandes difficultés matérielles, des difficultés quotidiennes, ne sont pas simplement dans la solidarité au jour le jour, ils sont porteurs d'autre chose. Ils sont porteurs d'un projet de société. Ils sont porteurs d'un projet alternatif à un monde de compétition, de consommation, de production, de destruction, de rivalité, de puissance, etc. C'est ce que remplit le mot solidaire, le mot solidarité. On en reparlera dans les débats, mais à un moment, dans ce qui est proposé autour de l'appel de solidarité est dit, et ce sera une interpellation pour nos gouvernants, cette idée qu'on ne peut pas construire la solidarité s'il y a en même temps la prévarication, c'est-à-dire des gens qui captent de façon indue la richesse produite par nous tous.
Et dans ce point qui est un appel à réduire les plus hauts revenus, on cite Gandhi qui dit il faut que tout le monde s'efforce de vivre simplement, il faut que chacun s'efforce de vivre simplement pour que tous puissent simplement vivre. Et on est au cœur de cet enjeu qui est aussi porte une vraie radicalité, pas au sens de la radicalité qui se paye de mots, la radicalité concrète qui prend les problèmes à la racine et qui veut les transformer, qui veut faire du lien, faire de la relation sans sectarisme et faire vraiment bouger les choses. Alors, moi j'avais une première question, Thierry. Ce qui m'a frappé en arrivant ici et dans ce lieu qu'on va animer toute l'après-midi, c'est combien la question des réfugiés, des migrants, elle est là avec... et je vous incite tous à, après, vous retourner et à soutenir cette initiative, article 13, qui rappelle l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Vous avez un beau t-shirt que vous pouvez acheter pour soutenir tout ça. Ma première question, parce que c'est important, y compris dans les débats qui ont traversé cette campagne électorale et les forces de régression que nous connaissons, Emmaüs, si je comprends bien, de manière très claire, les compagnes d'Emmaüs disent que la solidarité est sans frontières, que ce n'est pas une histoire nationale, que ce n'est pas une histoire d'identité d'entre-soi. Et j'aimerais que tu nous expliques pourquoi. Peut-être d'abord, juste sur cette question de radicalité, parce que notre appel, on disait aussi, et je crois que c'est tout le message d'Emmaüs, c'est aujourd'hui on a un certain nombre de formes de radicalité, on l'a vu avec les élections, qui nous inquiètent fortement. Et je crois que la meilleure réponse qu'on puisse apporter à ces formes de radicalité, c'est une nouvelle forme de radicalité humaniste et solidaire. Il ne va pas falloir qu'on soit des tièdes dans les années à venir, dans les mois à venir. Il va falloir qu'on soit réellement des radicaux à partir de notre expérience de terrain, à partir de ce qu'on sait, de ce qui est possible de faire. Alors pour répondre à ta question autour de la question des migrants, oui, Emmaüs, on est très simplement sur une valeur fondamentale qui est, et en particulier dans les communautés Emmaüs, qui est l'accueil inconditionnel de toute personne qui est aujourd'hui en difficulté. L'accueil, c'est la valeur fondamentale, c'est dans notre manifeste universel. Un compagnon ou un salarié en insertion, quand il est accueilli, embauché dans une communauté, dans une structure, devient acteur de sa propre vie, devient acteur de la communauté et devient acteur de transformation sociale, devient acteur de la société et devient acteur de la solidarité. Il faut voir comment aujourd'hui, et c'est extrêmement fort, et c'est les compagnons beaucoup qui poussent dans ce sens-là, qui montent à Calais pour aider les migrants, alors qu'eux-mêmes étaient hier en situation d'exclusion. Hier, eux-mêmes sont arrivés sur le territoire national pour certains et qui sont sans papier et qui souhaitent être solidaires avec les autres. C'est cette question des autres. L'abbé Pierre nous a toujours incité, au-delà de nos propres difficultés, à se préoccuper de ce qui se passe ailleurs, en France et dans le monde. Oui, pour Emmaüs, la solidarité n'a pas de frontières. L'abbé Pierre, très vite, d'ailleurs Emmaüs International, existe depuis plus longtemps qu'Emmaüs France. L'abbé Pierre, quand il a voyagé, c'est des groupes Emmaüs qui se sont créés partout dans le monde. On le voit aujourd'hui, les produits de la vente, c'est pour les actions d'Emmaüs à l'international. Oui, Emmaüs, notre préoccupation, c'est aider toute personne en situation d'exclusion, qu'elle ait des papiers, quelle que soit sa situation administrative, qu'elle ait des papiers, pas de papiers. Et aujourd'hui, dans les communautés Emmaüs, on accueille un certain nombre, et puis pour certaines communautés, on a 40, 50 nationalités différentes, on a 30, 40, 50% de personnes sans papier, qu'on mériterait de pouvoir régulariser d'ailleurs, puisque, comme je le disais, ils sont acteurs de la communauté, acteurs de solidarité. Et aujourd'hui, on est particulièrement préoccupé par les paroles, par l'action du gouvernement, et en particulier, vous l'avez certainement entendu, les paroles de Gérard Collomb hier à Calais, avant-hier, pardon, c'était vendredi. On avait réagi quelques temps auparavant, déjà quelques jours auparavant. Gérard Collomb qui annonce à Calais, il n'y aura pas de centre d'accueil pour les migrants, alors je peux vous assurer, pour ceux qui ont été à Calais, pour ceux qui étaient à Grande-Sainte, aujourd'hui, il n'y a plus rien
de digne pour accueillir les migrants. Les migrants vivent dans les buissons, dans les bois, les enfants, les familles, les femmes qui vivent dans des situations insupportables. Dans notre société, pays des droits de l'homme, 6e puissance économique au monde. Tout ça parce qu'il n'y a pas, de volonté claire et de politique claire en matière d'accueil des migrants. Il n'y a pas de politique européenne, et c'est ce qu'on demande. Et en plus, on voit le retour du délit de solidarité, puisqu'on empêche les associations d'agir. Gérard Collomb a dit vendredi, j'invite les associations à aller exercer leur savoir-faire ailleurs. C'est quand même extraordinaire, c'est circuler, il n'y a rien à voir, c'est très bien ce que vous faites, mais allez le faire ailleurs. Et on voit des personnes qui sont aujourd'hui, on gaze des bonbonnes d'eau pour que les migrants ne puissent pas boire. C'est juste insupportable. On a lancé un appel avec 400 associations en début de semaine. On va être reçus à l'Élysée demain matin. On va porter ces questions-là, qu'on arrête cette chasse aux migrants, qu'on arrête le délit de solidarité. On a, nous, des compagnons qui sont arrêtés. On a des responsables de communauté qui sont inquiétés pour délit de solidarité. On est particulièrement inquiets sur cette question-là. Pour nous, chaque personne doit pouvoir être accueillie dignement, pouvoir être accompagnée dignement. Et c'est possible puisqu'on le fait à Emmaüs. Alors là, on est devant une question que je voulais poser. Mediapart pose souvent les questions qui fâchent, c'est nécessaire. Hein. L'appel des solidarités a été accompagné par Nicolas Hulot, qui d'ailleurs est venu avec la mairesse de Paris, là tout à l'heure, inaugurer, ouvrir le salon. Et d'ailleurs, en acceptant de devenir ministre, il a mis le mot solidaire dans la définition de son ministère. La question qui nous est posée à tous, entre les mots, y compris, si j'ai bien compris, qu'il a prononcés ici, les mots qu'a prononcés Emmanuel Macron pendant le sommet européen, les mots, mais les actes sont très clairement non pas ceux d'une marche en avant, pour reprendre le mot popularisé par le mouvement qui a soutenu ce nouveau président de la République. Au fond, l'appel de solidarité, c'est dire oui s'il s'agit de marcher pour la dignité de l'homme, pour le souci du monde, pour la survie de la Terre. Mais marcher à reculons, non. Et marcher à reculons, c'est ce qui est mis en pratique très concrètement, à la fois sur les migrants, sur les réfugiés, qui est de manière plus dure encore qu'il y a quelques semaines. Hein, le discours est très dur, les dispositions policières sont très dures, l'appareil d'État qui est derrière M. Collomb, je le rappelle, le directeur de cabinet, est un ancien directeur de cabinet du ministère de l'Identité nationale et de l'immigration, qui était lui-même déjà très répressif sous Nicolas Sarkozy. Mais par ailleurs, il y a au même moment... si on se mobilise pour les migrants, il faut qu'on ait le droit de protester, il faut qu'on ait le droit de se mobiliser, il faut qu'on ait le droit d'être solidaire et pas être poursuivi, pas être condamné, comme le jeune Cédric qui est renvoyé en permanence en appel. Là, le procès en appel a eu lieu. Et là, au même moment, il y a ces dispositions qui veulent faire passer l'état d'urgence, c'est-à-dire des dispositions hors du droit commun pour mettre en résidence administrative des gens sur simple soupçon, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'appel des solidarités face à ce pouvoir-là? Ça veut dire qu'on doit lui... Comment toi tu réagis, comment tu te dis, quels que soient les liens personnels qui ont été tissés avec Nicolas Hulot, comment il faut agir maintenant? Évidemment, ça a été un sujet de discussion ce matin à l'inauguration du salon. On a souhaité mettre l'accent sur l'économie circulaire, comment on fait de l'économie circulaire un levier d'insertion sociale et professionnelle, un levier d'accueil des personnes en difficulté, y compris les migrants sans papier. Donc ça a été le sujet principal de cette visite. J'ai même vu sur les réseaux sociaux que hier, vous avez fait une réunion spontanée. Oui. Au moment où vous construisiez tout ça. Tout à fait. Vous vous êtes fait une pause et vous avez voulu en discuter. Exactement. À l'initiative des compagnons en particulier sur cette question de Calais, comment on se mobilise et comment, quand je parlais de radicalité tout à l'heure, comment à partir de nos actions, à partir de ce qu'on sait qui est possible de faire, comment on continue à être dans cette force d'interpellation forte. On ne va pas lâcher sur cette question-là. Ça, je peux vous l'assurer. On cherche les formes de mobilisation, mais on sera présent, on continue à être présent à Calais, on sera présent à Paris, on sera présent aux côtés de Cédric Herrou dans la vallée de la Rouillère. Mais pour répondre à la question, c'est
ces positionnements qui traversent le pays, entre une France qui a tendance à se replier sur elle-même, cette France un peu rabougrie, mais parce que aussi il n'y a pas de courage politique pour montrer une autre vision de société. Donc on a, et on l'a vu aussi à travers les élections, oui, malgré tout, le Front National a remporté un certain nombre de voix. Était quand même au deuxième tour. 15 600 000 au second tour. Mais n'oublions jamais, et tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas loin, si on additionne les votes blancs, l'abstention, on est 2/3 des Français qui ne sont pas allés voter d'une manière ou d'une autre, ou qui ont voté blanc, etc. Ça pose aussi un certain nombre de questions qui sont très très loin du système démocratique ou de la Ve République telle qu'elle existe aujourd'hui et qui ne se retrouve plus dans cette question-là. Mais on a une France qui a peur, à qui il faut faire beaucoup de pédagogie, parce que en même temps, quand on montre ce qui marche dans les communautés, dans les centres d'accueil, quand on montre ce qui marche et avec l'environnement, avec les habitants, avec les riverains, ça se passe bien, c'est quand on laisse faire, quand on ne fait rien, qu'il y a des difficultés. On le voit encore une fois à Calais ou ailleurs. Et puis il y a cette France qui se mobilise autour de l'appel des solidarités. La France des bénévoles, des compagnons, des salariés. La France des citoyens engagés qui essayent parfois avec peu de choses d'aider, de faire, d'être dignes du pays des droits de l'homme et d'accueillir. Et qui réussissent à faire des choses extraordinaires. On avait l'année dernière une campagne méfiez-vous des gens ordinaires, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Et on fait des choses extraordinaires. Et bien d'une certaine manière, cette scission entre la France qui se replie et une France qui regarde l'avenir et qui agit et qui est solidaire. Et il faut la mettre en avant et on ne la montre pas suffisamment dans les médias. Mediapart en parle, mais les médias très souvent n'en parlent pas. Si, à des occasions comme aujourd'hui au salon. Ben, je crois que cette ligne, elle traverse aussi le gouvernement. Et aujourd'hui, entre des paroles comme celle de Gérard Collomb, avec une volonté forte de continuer, voire d'amplifier un fonctionnement, une réponse qui, depuis 30 ans, ça ne marche pas. La réponse policière, la réponse sécuritaire à la question des migrants, à la question de l'accueil des migrants, ne nous satisfait pas et ne fonctionne pas. Et à côté de ça, un ministre de la transition écologique et solidaire qui nous a assuré de sa solidarité sur cette question-là aussi et de son souci de faire avancer les choses, eh ben, je crois qu'on est aussi au niveau du rapport de force. Et la question des radicalités, c'est aussi comment on établit des rapports de force. Eh ben, j'espère bien que Nicolas Hulot, au ministère de la Transition écologique et solidaire, il faut le rappeler, bah, nous permette d'être levier sur ce rapport de force. Ce qu'on demande aujourd'hui, on a une bonne nouvelle ce matin, c'était un scoop, on va avoir un haut commissaire à l'économie sociale et solidaire. C'est une bonne nouvelle pour nous, et parce que l'économie sociale et solidaire, c'est une vraie alternative à un monde purement libéral et à un monde dicté par le marché. Et on le prouve là aussi. Bah, ce qu'on demande, c'est que, très clairement, Gérard Collomb soit dessaisi du dossier migrant. On ne peut plus supporter que la question de l'accueil des migrants relève du ministère de l'Intérieur. C'est le meilleur message pour dire que c'est une question sécuritaire. Alors, ce n'est pas une question sécuritaire, mais que ce soit réellement traité en transversal avec le ministère des Solidarités, avec le ministère du Logement, etc. Donc, il y ait là aussi un haut commissaire sur cette question-là, par exemple. C'est certainement une des questions. Nicolas Hulot nous a assuré qu'il soutenait cette idée-là. Une dernière question, puisqu'il faut qu'on reste dans le format de 20 minutes à peu près, puisque c'est filmé et c'est rediffusé après. Très concrètement, l'appel des solidarités, donc il est là. C'est une boîte à outils formidable, c'est un carrefour. Vraiment, encore une fois, moi je regardais en même temps, je dis voilà, fraude sociale contre fraude fiscale, tout ça. Tout ça, on va le développer dans tous les débats. Là, j'ai les livres, là, vraiment, faites passer le message, revenez, parce que c'est vraiment comme une université populaire, ce qu'on va essayer de faire tous ensemble. Et donc... concrètement, c'est quoi les prochains rendez-vous de l'appel des solidarités? Comment, d'une certaine manière, ce contre-pouvoir? Parce que c'est ça l'aiguillon. Et quand je parle de rapport de force... Bien sûr, face à... Bon, il y a ceux qui ont pris en charge, il peut y avoir des bonnes volontés diverses avec des contradictions derrière tout ça, mais il y a nous, la société, comment on agit. Alors comment l'appel des solidarités va continuer à agir?
Alors les organisations qui étaient à l'initiative, alors c'était la fondation, aujourd'hui la Fondation pour la Nature et pour l'Homme, oui, pour la nature et l'homme. Il faut apprendre à la prononcer comme ça. Voilà. Et Emmaüs est rejoint par 140 autres associations. On s'est réunis il y a un mois et puis pour dire bon, voilà comment on continue maintenant. Emmaüs, notre slogan c'est on continue, on va continuer sur l'appel de solidarité. Et dans l'esprit qu'on souhaitait insuffler évidemment, c'est d'abord un appel aux citoyens à faire de cette question de la solidarité, à travers les 5 caps de solidarité qu'on a définis, de se mobiliser pour avoir une vision de société plus solidaire et plus juste à partir de nos actions de terrain. Donc on s'adresse d'abord aux citoyens, mais également aux nouveaux élus maintenant, pour leur dire chiche. Macron dit on va investir et on va se servir et puis mobiliser la société civile. Chiche, la société civile, nous on n'a pas fait HEC, on n'a pas fait les grandes écoles, on n'a pas fait l'ENA, mais c'est nous, la société civile, qui tous les jours sont sur le terrain à agir. Il faut travailler avec nous parce qu'on sait, on a les réponses, sur le terrain. L'appel des solidarités, c'était 600 propositions qui viennent des 140 associations. On va continuer à travailler là-dessus. L'objectif, rentrée parlementaire au mois de septembre. On va travailler sur un livre, sur l'appel des solidarités, qu'on va diffuser un maximum. On va simplifier un peu. On a demandé aux associations de retravailler un peu les propositions pour arriver à une centaine de propositions. Et on va faire ce travail d'aller voir les élus, les parlementaires. On va inviter les citoyens à aller voir les parlementaires pour que réellement il y ait une mobilisation citoyenne autour de ces propositions qui ne viennent pas d'un bureau ministériel, mais qui viennent de la réalité de terrain. Donc on va tous vous inviter à vous saisir de cet outil à partir de septembre pour aller voir vos élus, aller voir les ministres, pour faire avancer cette question-là. Et surtout, ce qui nous préoccupe, c'est, on va pas faire, et on le disait pendant l'appel des solidarités, on ne fait pas comme les politiques pendant la campagne électorale, on fait des propositions et après on passe à autre chose. On le disait, parfois les politiques nous lâchent après les élections. Cette fois, nous, on ne les lâchera pas. Donc on va se retrouver dans un an avec le rappel des solidarités. On va rappeler nos valeurs, on va rappeler notre vision de société à partir de cette question de solidarité. On va rappeler nos propositions et on va leur demander des comptes sur ces sujets-là. On va leur demander comment ils ont avancé sur ces différents sujets. Et on va continuer ainsi. Alors, je précise, le livre donc, va paraître aux éditions de l'Atelier, qui ont un stand là, donc à la rentrée. Et puis, je redis que Mediapart sera toujours disposé à accompagner, à soutenir, parce que pour moi, tout ce que fait la Emmaüs et tout ce qui est défendu, c'est très concrètement par rapport... Parfois, on oublie les fondamentaux. C'est pas simplement des belles idées, des belles âmes, ceux qui moquent, là, les cyniques, les gens qui sont dans des logiques de puissance ou de repli ou de haine ou de peur. C'est tout simplement cette idée d'être au rendez-vous de ces simples mots « Nous naissons libres et égaux en droit ». Ce qui veut dire, et Thierry l'a dit tout à l'heure, que sans distinction d'origine, de conditions, de situation personnelle, de couleur de peau, de croyance, de sexe, nous avons le droit d'avoir des droits, de nous battre pour des droits, d'en inventer de nouveaux, d'en défendre. Et ça, sincèrement, moi je trouve ça plus que formidable, bouleversant. Donc merci à Emmaüs, à tous les compagnons. Merci Edoui. Omar, de la communauté d'Oche dans le Gers. Moi, je voulais poser une question. Ils sont en train de créer des annexes dans les aéroports comme à Orly, des tribunaux pour expulser les personnes. Est-ce que ce sera dans l'ordre du jour? Est-ce que vous avez parlé avec le ministre? Voilà, merci. Je précise la question, toutes les associations se mobilisent, y compris les associations d'avocats. Désormais, pour pouvoir expulser plus vite les gens, ils installent une sorte de tribunal qui est à l'écart, notamment à Roissy, et donc qui est très difficile d'accès et qui va permettre de faire de l'abattage judiciaire. Je pense que c'est à mettre, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Voilà. Allez-y. Et juste pour répondre, c'est aussi ce qui nous inquiète dans les projets de Colomb. Colomb va proposer un plan migrant dans les 15 jours. Ça va forcément être fait dans la précipitation. Et on connaît déjà les lignes, c'est d'accélérer l'expulsion de ceux qui n'auront pas obtenu l'asile. Donc avec tous les outils que tu viens de décrire aussi. Donc évidemment, on est très inquiet là-dessus. Bonjour.
Madame Bellarbi, présidente de l'association des femmes marocaines. Nous sommes des militants comme vous sur le terrain. Moi, je me pose la question par rapport à tous ces gens qu'on laisse rentrer ou qu'on fait venir en France et qu'on trouve tous les jours. Moi, je prends le métro tous les jours, qui sont dans le métro, et surtout quand on voit des familles, des femmes, des enfants en train de faire la mendicité, on est comment dirais-je, on est incapable de les aider parce qu'on ne peut pas leur donner tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait de ce monde qu'on laisse venir, qu'on fait venir? Est-ce que ces gens, il faut dire non, on ne peut pas vous recevoir, on ne peut pas vous offrir ce qu'il faut. Il faut qu'ils vivent quand même dignement. Et pour vivre dignement, il faut avoir un toit, il faut avoir un travail. Ou si ce n'est pas un travail, il faut que l'État soit capable de les aider. Ou sinon, les laisser chez eux. Moi, c'est ce que je pose comme question. Même en tant qu'association, on essaye d'aider, mais on ne peut pas aider ces gens-là qui sont tous les jours aux portes des périphériques, sur les rues, avec des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées. Voilà, merci. Thierry va répondre, mais juste, beaucoup de ces gens ne peuvent pas rester chez eux. Ils fuient ce que nous, si ça nous arrivait, on bougerait aussi. Si nos vies étaient en danger, s'il n'y avait pas de futur pour les enfants, s'il n'y avait pas d'avenir. Et il faut imaginer, nous on les voit dans une situation de misère, mais il faut aussi imaginer le courage qu'il faut parfois pour bouger. On ne le dit pas assez souvent. Les gens qui traversent des situations très difficiles et qui arrivent ici dans les conditions qu'on sait. Alors après, vous posez une vraie question, c'est comment une société aussi riche que la nôtre, un territoire qui a tant d'espace, parce que le gros maintenant de la population française est dans les villes, il y a plein d'espace, c'est un pays très vaste, comment on n'y arrive pas? C'est un vrai scandale, effectivement. Le fait que des personnes se retrouvent dans le métro, se retrouvent à la rue, des familles, de plus en plus d'enfants, des femmes, parce qu'on a des chiffres, on ne les connaît pas tous, et puis les statistiques, on les publie, on est capable de les publier, mais on oublie souvent, et puis je vous remercie d'en avoir parlé, c'est d'abord des personnes humaines, des hommes, des femmes, des enfants qui vivent dans ce dénuement, qui ont fui la guerre, la misère, le climat. Aujourd'hui, dans les années à venir, la crise climatique va engendrer de plus en plus de réfugiés également. Alors, comme le disait Edoui, si ces personnes sont là, c'est qu'elles ont été obligées de fuir. Juste petite parenthèse, je vous m'excuserai, j'ai retrouvé, je l'avais en tête, l'histoire de la CIMAD, qui est en pointe sur l'accueil des migrants. Moi, je suis strasbourgeois, je suis alsacien. La CIMAD a été créée sur la question de l'évacuation et des réfugiés alsaciens lorrains au moment de la Deuxième Guerre mondiale pour fuir le nazisme. Ouais, il y avait des personnes qui se sont mobilisées pour accueillir les Alsaciens lorrains. Quand Edoui dit peut-être que demain, si on est dans cette situation... Moi, mes grands-parents ont été accueillis ailleurs en France alors qu'ils étaient réfugiés. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas capable, nous, 6e puissance économique au monde, pays des droits de l'homme, en Europe, est-ce qu'on n'est pas capable d'accueillir les gens qui vont fuir? Alors évidemment, il faut se poser la question, pourquoi les guerres, pourquoi la crise climatique, évidemment. Et c'est un travail qu'on doit mener au niveau international et que nos responsables politiques au niveau national et international doivent travailler. Mais des réfugiés, il faut l'avoir en tête, tant qu'il y aura des guerres, tant qu'il y aura la crise climatique, ils vont chercher à fuir leur pays et c'est tout à fait légitime. Donc il faut l'anticiper et il faut l'organiser. Aujourd'hui, s'il y a la situation telle que vous la décrivez, c'est parce que nos responsables politiques ne sont pas en capacité de l'organiser, d'avoir une vraie vision des migrations, et c'est ce qu'on demande, une vraie politique d'accueil des migrants. Alors, désolé, parce qu'il est 12h03 et c'est l'heure du débat suivant qui est sur ce sujet-là, donc qui est exactement sur la question des migrants. Donc voilà, vous voulez juste dire un mot, c'est pas une question parce qu'on ne peut pas relancer là. Voilà. Excusez-moi encore, Omar du Gers. Moi, je voulais poser une question en amont par rapport aux droits de l'homme. Ce qui se passe aux personnes qui viennent d'Afrique, qui se tombent, ils arrivent dans les pays du Maghreb. Il faut voir le Maroc, l'Algérie aujourd'hui, et la Tunisie et la Libye, comment ils traitent les Africains qui arrivent là-bas. Là, il faut hein, on va parler. Pardon.
On va en parler donc avec Pierre Buget et Yasmine Bouaga qui vont arriver. Et, voilà, tous les deux.